Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Fin ce jeudi de la tournée européenne du président Jovenel Moïse. Le chef de l'État, qui est resté 48 heures en Belgique, a été reçu jeudi soir au Palais de Bruxelles par leur Majesté le roi et la reine des Belges, Philippe et Mathilde. Les propos du président Jovenel Moïse lors de sa rencontre avec la communauté haïtienne continuent de faire des vagues en Haïti. Après les acteurs politiques, la société civile place son mot. Le secteur touristique est fortement affecté par le climat d'insécurité observé dans la zone métropolitaine à l'occasion des fêtes de fin d'année. La ministre Jessie Menos, qui ne cache pas sa préoccupation, enjoint les autorités policières à tout mettre en œuvre pour rétablir la confiance au sein de la population. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité qu'on entreprend chaque jour dans la vie. Dans le développement de société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et lycée partenaire à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Le président Jovenel Moïse a mis fin ce jeudi à sa tournée européenne. Le chef de l'État, qui est resté 48 heures en Belgique, a été reçu jeudi soir au Palais de Bruxelles par leur Majesté le roi et la reine des Belges, Philippe et Mathilde. Mercredi, Jovenel Moïse, accompagné des entrepreneurs haïtiens, avait rencontré un groupe d'hommes d'affaires, de femmes et d'hommes d'affaires belges pour présenter les potentialités d'Haïti. C'était l'occasion pour le président de la République d'exprimer sa volonté d'en finir avec l'humanitaire et de faire du pays une destination d'affaires. Jovenel Moïse, qui à présent se trouve à Paris, doit prendre l'avion demain et sera de retour en Haïti samedi. La visite du président Jovenel Moïse suscite de nombreux commentaires, pas toujours très positifs. Une réflexion en particulier a soulevé des réactions presque hostiles. Il s'agit des réflexions sur le rapport de la commission sénatoriale sur la gestion des fonds Petro-Caribé. D'aucuns y voient une tentative, ou peut-être une tentation, d'enterrer ce dossier. Pour avoir le point de vue de la société civile, nous avons avec nous ce soir le professeur Ronnie Desroches, qui est directeur exécutif de l'initiative de la société civile. Bonsoir, professeur Desroches. Bonsoir, monsieur Klein. Bonsoir aux auditeurs, aux téléspectateurs et spectatrices de Métropole. Professeur Desroches, quelle est la position de la société civile sur la déclaration du président Moïse concernant le rapport de Petro-Caribé? Bien, naturellement, nous ne pouvons pas donner le point de vue de l'ensemble de la société civile, car comme vous le savez, la société civile est plurielle et il y a bien sûr de nombreuses sensibilités au sein de la société civile. Même en ce qui concerne l'initiative de la société civile, on n'a pas encore eu de réunion pour se pencher sur la question, mais par contre, je peux vous donner mon opinion personnelle sur la question. D'accord. Bien. Bien sûr, on vous écoute. Oui, c'est ça. Alors, bon, j'ai entendu en partie, je dois dire, ces déclarations, d'après ce que la presse a rapporté. J'ai écouté ça un peu dans les nouvelles. Ce que je dirais, c'est que, à mon avis, le président de la République a un peu tort
de minimiser l'importance du rapport Petro-Caribé et de réduire cela à une affaire partisane. Même si quelque part, il y a certainement une dimension politicienne, une dimension partisane dans le rapport. C'est normal en démocratie, quand il y a des sénateurs de l'opposition qui veulent critiquer le gouvernement en place, ils vont certainement forcer un peu la note, ça c'est certain. Mais cependant, je crois que le rapport en lui-même, il met l'accent sur quelque chose qui est d'une importance capitale pour le pays. Nous savons que nos institutions fonctionnent malheureusement très mal. Nous savons qu'il y a beaucoup de laxisme dans l'administration publique. Par exemple, le rapport a montré qu'il y a énormément de contrats qui n'ont pas été validés par la CNMP, c'est-à-dire par la Commission nationale des marchés publics. Il y a aussi des dépenses qui n'ont pas été validées et beaucoup de dépenses qui n'ont pas été validées par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Tout ceci nous montre les faiblesses de nos institutions. Et je pense qu'avant même d'atteindre les individus qui sont indexés par ce rapport, eh bien, je crois que nous devons voir ces déficiences de nos institutions. Et si le président de la République, il prétend, n'est-ce pas, il veut redresser le pays du point de vue de la gouvernance, il veut combattre la corruption, eh bien, je crois qu'il doit accorder beaucoup d'importance à cette question constitutionnelle et il devrait avoir des spécialistes pour faire une analyse de ce rapport et montrer les faiblesses qu'il faudrait corriger. Et bien entendu, s'il y a des personnes qui effectivement ont été coupables d'actes de corruption, eh bien s'il veut véritablement lutter contre la corruption, eh bien il ne doit pas s'opposer à ce que ces personnes soient sanctionnées. Oui, ce qu'on a beaucoup reproché en fait à cette commission, c'est son inconstitutionnalité. Il y a un certain nombre d'hommes de loi qui ont fait valoir que une commission ne pouvait être que bicamérale, alors que là, c'est le Sénat qui s'est octroyé ce rôle seul. Et de ce fait, la Cour supérieure des comptes et l'UCED ne devraient pas pouvoir statuer à partir de cela. Que pensez-vous de cette opinion, de ce point de vue? Personnellement, je ne suis pas un spécialiste des questions, n'est-ce pas, juridiques ou des règlements du Parlement. Cependant, je crois que chaque chambre a la possibilité de constituer une commission spéciale et d'enquêter sur tel ou tel aspect qui mérite enquête. Maintenant, le Sénat, la commission elle-même ne peut pas saisir la justice, par exemple, à partir, n'est-ce pas, de leur enquête. D'abord, il faudrait que le rapport d'enquête soit approuvé par l'ensemble du Sénat. À ce moment-là, ça devient quelque chose d'officiel. Et à ce moment-là, l'ULCC, qui est préposé pour enquêter sur les cas de corruption, devrait, je dirais, se saisir de ces questions, mener sa propre enquête de façon indépendante et à ce moment-là, les dossiers, parce que pour moi, l'un des grands problèmes aussi de ce rapport, c'est qu'on part d'un certain nombre de constats généraux sur les 13 résolutions qui ont été prises par les différents conseils de ministres et ensuite on atterrit sur des cas, n'est-ce pas, d'individus indexés. Il me semble qu'il faudrait prendre les cas un à un
les examiner un à un, et à ce moment-là, c'est le travail que l'ULCC devrait faire, mener une investigation sur l'administration de chaque ministre en particulier, de chaque responsable d'institutions étatiques en particulier, et mener une investigation approfondie. Oui. Il y a d'autres commentaires qui tendent à dire que ça a été disons, une maladresse du président Jovenel Moïse d'attendre d'être en France dans une conférence où il recevait la communauté haïtienne de Paris pour faire cette annonce, qu'elle arrive un petit peu tard et pas dans un bon contexte. Bon, je pense que le président de la République, à mon avis, a un peu sous-estimé l'importance de cette question aux yeux, n'est-ce pas, du peuple haïtien dans l'opinion publique haïtienne. Et je pense qu'il aurait dû effectivement donner une conférence de presse ou bien avoir quelqu'un, n'est-ce pas, du gouvernement, soit le Premier ministre, je ne sais pas, qui s'adresse sérieusement à la question. Et je dirais ne pas aborder cette question avec ce que je qualifierais d'une certaine désinvolture, parce qu'il s'agit d'une question sérieuse et à laquelle le peuple haïtien attache beaucoup d'importance, car l'avenir de notre pays, l'avenir économique du pays, le développement du pays dépend de notre capacité véritable à lutter contre la corruption. Ce sera l'occasion pour moi de vous poser la dernière question. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement Moïse Lafontaine se donne les moyens véritablement de lutter de manière efficace contre la corruption? Écoutez, c'est peut-être un petit peu tôt pour se prononcer. Je crois qu'il faut attendre un certain temps pour voir comment ce gouvernement va évoluer. Mais je peux vous dire que le gouvernement Moïse Lafontaine a l'occasion de montrer s'il est véritablement sérieux à propos de la question de la corruption. Et au cours du mois de novembre, au cours du mois de novembre, il y a eu une réunion qui s'est tenue au centre de convention de la Banque de la République d'Haïti. C'était une réunion entre les partenaires techniques et financiers, c'est-à-dire les bailleurs de fonds des États-Unis, de l'Union européenne, de la France, la BID, le Fonds monétaire international, etc. Et le gouvernement haïtien qui était représenté par le ministre de l'économie et des finances. Personnellement, avec deux autres membres de la société civile, nous avons eu l'occasion d'y participer comme observateurs. Des parlementaires ont eu aussi l'occasion d'y participer comme observateurs. Eh bien, à l'occasion de cette réunion, il y a eu tout un agenda qui a été présenté, qui a été discuté entre la communauté internationale et les représentants du gouvernement, qui porte sur la réforme des finances publiques, qui porte sur la mobilisation des ressources, qui porte sur la comptabilité publique et la trésorerie, qui porte sur la planification et sur les projets d'investissement, qui porte sur les questions aussi de transparence. Il y a tout un calendrier avec des indicateurs précis qui ont été identifiés. Eh bien, si le gouvernement arrive à respecter ce calendrier, arrive à respecter tous les éléments de cet agenda, eh bien, on peut dire qu'il y a vraiment une volonté. Mais si par contre, ce calendrier, cet agenda ne sont pas respectés, eh bien, je crois que le gouvernement ne pourra pas clamer qu'il lutte véritablement contre la corruption. Merci infiniment, professeur Rony Desroches. Je retiens que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec la position que le président Jovenel Moïse a prise face au rapport du Sénat, mais que vous accordez beaucoup d'importance à cette réunion multipartite et l'agenda qui a été dressé à cette époque pour lutter contre la corruption. Merci infiniment, professeur. Bonne fin de soirée. Oui, je dis qu'effectivement, nous autres, nous ne voulons pas émettre des jugements hâtifs
Nous attendons, n'est-ce pas, de voir pour nous prononcer de façon objective et à partir de données précises. Parfait, nous avons bien noté. Merci, professeur Desroches. Bonne fin de soirée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était le professeur Ronnie Desroches, directeur exécutif de l'initiative de la société civile. Le secteur touristique est fortement affecté par le climat d'insécurité observé dans la zone métropolitaine à l'occasion des fêtes de fin d'année. La ministre Jessie Menos, qui ne cache pas sa préoccupation, enjoint les autorités policières à tout mettre en œuvre pour rétablir la confiance au sein de la population. 64% des gens qui choisissent une destination, normalement, et c'est toujours au niveau, le premier point, c'est le point sécuritaire. Donc là, pour nous en Haïti, c'est très important parce que vous savez que Haïti, habituellement, on n'a pas bonne presse au niveau de l'international, mais cependant, notre jour encore, il y a un rapport qui est sorti. Nous sommes le 4e pays le plus sécure au niveau de la Caraïbe. Donc c'est vrai qu'il y a des événements vraiment qui se passent, mais cependant, je pense que tout est sous contrôle parce que nous avons eu plusieurs réunions, si bien qu'il y a le secrétaire d'État à la sécurité publique aussi qui a une réunion récemment, ainsi que le directeur général de la police et tout. Nous sommes tous préoccupés par la question sécuritaire au niveau du pays et surtout au niveau du tourisme. Et nous allons travailler vraiment d'ici la semaine prochaine aussi. Je vais me réunir avec le directeur général de la police de façon à ce que vraiment on puisse vraiment augmenter le niveau de sécurité dans la zone métropolitaine. Des dizaines d'agents de sécurité de compagnies privées ont marché dans les rues de Port-au-Prince ce jeudi pour dénoncer la loi portant sur le travail en 3-8. Ce texte voté en août dernier au Sénat de la République provoque une réduction automatique de salaire, se plaignent les protestataires. Ces derniers, regroupés en une structure dénommée Association des agents de sécurité professionnels, appellent les autorités concernées et les parlementaires à réviser cette loi. Par ailleurs, les agents en ont profité pour dénoncer leurs maigres salaires et leurs mauvaises conditions de travail. À la place de leur arme de service, ils avaient en main des banderoles et des pancartes. Parmi ces agents de sécurité, Ronald Bazar. Il est vigile depuis plusieurs années et participe à cette marche pour dénoncer ses conditions de travail. Ajouté aux mauvaises conditions, le maigre salaire qu'ils reçoivent mensuellement pour environ 12 heures de travail par jour, Hubert Ménard exprime son amertume. De Delma 33 en passant par Nazon, Bois-Vernat pour aboutir devant les locaux du ministère des Affaires sociales, ces agents de sécurité employés par plusieurs compagnies privées ont marché pour faire entendre leur voix. Dénoncer la loi 3-8, l'une des principales raisons de cette marche. Ce texte de loi, conçu initialement pour booster le marché de l'emploi, est loin d'avoir atteint cet objectif, déclare Junior Desroses. Pour attirer l'attention des autorités, les protestataires entendent utiliser tous les moyens.
Ce syndicaliste veut aller jusqu'au bout, mais ne souhaite pas dévoiler sa stratégie. Cette proposition de loi vivement critiquée par les agents de sécurité codifie le travail de nuit. Selon l'article 7 de ce texte, le travail effectué la nuit est rémunéré sur la même base que le travail effectué le jour. La journée de 24 heures est composée de 3 tranches de 8 heures. La durée normale de travail, telle que définie à l'article 95 du Code du travail, est de 8 heures par jour et 48 heures par semaine. Cependant, les travailleurs demeurent libres de négocier l'horaire qui leur convient. L'ONG World Vision a procédé ce jeudi au lancement officiel de sa campagne globale pour l'élimination de la violence envers les enfants. En présence de partenaires et de membres de la presse, l'organisation qui parraine plus de 4 millions d'enfants à travers le monde en a profité pour présenter un bilan de ses activités dans le pays depuis 2010. Nos enfants méritent mieux. Ils méritent un environnement sain, sûr et bienveillant, leur permettant de bénéficier de toutes les opportunités auxquelles ils ont droit. Présente dans environ 100 pays, World Vision lutte contre toutes les formes de pauvreté et d'injustice. Nous en savons long dans notre pays. Des enfants abandonnés, négligés, qui ne méritent qu'une vie décente et qui peuvent éventuellement servir leur pays et devenir des citoyens conséquents et responsables. La compagnie aérienne JetBlue lance un nouveau service sans escale entre Port-au-Prince et Orlando, en Floride. Le vol inaugural a eu lieu ce jeudi. Cette nouvelle route fait de JetBlue la compagnie aérienne qui dessert le plus grand nombre de villes américaines depuis la capitale haïtienne. Ce nouveau service journalier de JetBlue est salué par le consul d'Haïti à Orlando, Pierre-Max Charles, ainsi que par la ministre du Tourisme, Jessie Menos. La directrice de JetBlue, Elsie Viala, réaffirme la détermination de la compagnie à moderniser ses services au profit de ses clients. Merci d'être ici avec nous pour célébrer le lancement de notre nouveau service quotidien entre Orlando et Port-au-Prince. Notre mission est d'inspirer l'humanité et de fournir un service exceptionnel à nos clients. Quand nous avons un vol direct, nous allégons la communauté haïtienne. Et deuxièmement, Orlando, c'est un site touristique très important. Si on a parlé d'investissement, de besoin d'investissement pour le pays, il faut que nous cherchions faire que transit bien, moun, service capable fait de manière beaucoup plus directe, beaucoup plus express, et ça a apporté une certaine croissance. Ce nouveau pont aérien ouvre de nouvelles perspectives pour nos industries touristiques et devra permettre une meilleure circulation des personnes, des biens et des services entre Orlando et Haïti. Mesdames et messieurs, les responsables de la ligne aérienne JetBlue, que votre perspicacité et votre ténacité se trouvent à partir de ce nouveau vol récompensé. Car nous espérons que vous saurez faire fructifier votre entreprise et notre industrie touristique. Les membres de la diaspora constituent notre premier marché cible. Que ce nouveau vol puisse permettre aussi bien aux Américains qu'aux millions de visiteurs qui fréquentent la ville d'Orlando de pouvoir visiter Haïti, notre immense musée à ciel ouvert, attrayante par la qualité et la diversité de ses ressources naturelles, historiques et culturelles. À moins de 10 jours de Noël, la région métropolitaine se pare peu à peu de décorations. Les principaux commerces et les banques présentent une apparence digne des fêtes de fin d'année. Décorer une entreprise, une maison ou une institution est une vieille tradition à l'approche de la fête de Noël.
Malgré la situation du pays, aussi bien en termes économiques que sécuritaires, une coutume reste une coutume. Dans les supermarchés, notamment ceux de Pétionville, des sapins, des guirlandes, des boules constituent un décor agréable à l'entrée comme à l'intérieur qui donne aux clients le goût de fêter Noël. Il en va de même à Delma où les institutions bancaires se sont prises au jeu. Dès la nuit tombée, les guirlandes éclairées produisent un jeu de lumière très esthétique. Un sapin de haute taille, une crèche, des rubans multicolores, des cloches, ce sont les éléments d'une décoration grandiose qui réjouit l'œil des passants à Delma 30. Décorer à la Noël est une pratique qui témoigne d'un attachement à la tradition. On remarque tout de même qu'aujourd'hui, bien peu de maisons présentent des décorations alors que la fête approche à grands pas et qu'elle se veut un moment de joie, de partage et de fraternité pour tous. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.